Je venais d'hériter de 25 millions de dollars après le décès de mon grand-père. J'étais sur le point d'appeler mon mari pour lui annoncer la nouvelle quand le notaire m'a regardé et a dit, selon le système, vous êtes divorcé depuis 2 mois. Je suis resté figé pendant 5 secondes, et puis j'ai fait ceci. Je m'appelle Emily Carter. Et jusqu'à cet après-midi à Phoenix, en Arizona, je croyais avoir un mariage normal. Pas un mariage parfait, pas un mariage de conte de fées, juste normal. Le genre de mariage que des millions d'Américains ont, des emplois du temps chargés, des disputes occasionnelles, des factures à payer, des vacances planifiées 6 mois à l'avance, et un mari qui oubliait les anniversaires assez souvent pour être agaçant mais pas alarmant. Du moins, c'est ce que je pensais. 3 mois avant que tout ne s'effondre, la santé de mon grand-père Richard s'était sérieusement dégradée. Il avait 86 ans et était têtu comme seuls les vieux éleveurs de l'Arizona peuvent l'être. Les médecins ont recommandé une résidence assistée. Il a refusé. Les médecins ont recommandé des infirmières à plein temps. Il a refusé cela aussi. La seule personne dont il a accepté l'aide, c'était moi. J'ai donc fait quelques valises, pris un congé prolongé de mon poste en marketing à Denver et emménagé temporairement dans sa maison près de Phoenix. Jason, mon mari depuis 11 ans, est resté au Colorado. À l'époque, cela semblait pratique. Il avait une entreprise de gestion de construction à diriger. J'avais des responsabilités familiales. Aucun de nous ne voulait tout bouleverser. On va surmonter ça, m'avait dit Jason en m'aidant à charger mes sacs dans la voiture. Il m'a embrassé sur le front. Prends soin de grand-père. Je m'occupe des choses ici. Je me souviens avoir souri. Je me souviens m'être sentie reconnaissante. Mon Dieu, comme j'étais naïve. Les mois suivants furent émotionnellement épuisants. L'état de grand-père s'est progressivement aggravé. Certains jours, il semblait presque normal. D'autres jours, il oubliait en quelle année nous étions. Je le conduisais à ses rendez-vous. J'organisais ses médicaments. Je m'asseyais à côté de son lit d'hôpital pendant les longues nuits où le sommeil semblait impossible. Jason appelait régulièrement. Tous les soirs vers 20h. Sans faute. Comment va-t-il aujourd'hui, demandait-il. À peu près pareil. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Tu as l'air fatigué. Je suis fatigué. Repose-toi bien. Parfois, il restait au téléphone 1 heure, parfois seulement 10 minutes, mais il appelait toujours. Toujours. Avec le recul, c'est la partie qui m'étonne encore. La performance, le dévouement, l'effort pur qu'il a mis à faire semblant. Car pendant que j'aidais mon grand-père à traverser le dernier chapitre de sa vie, mon mari écrivait discrètement la fin de notre mariage. Je ne le savais tout simplement pas encore. Fin septembre, la santé de grand-père a décliné rapidement. Les médecins m'ont prévenu que le temps nous était compté. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. Sa voix était faible. Emily. Je suis là. Tu sais, j'ai toujours été fier de toi, n'est-ce pas? Ma gorge s'est serrée. Grand-père, non. Écoute. Sa main ridée a serré la mienne. Tu as plus de force que tu ne le penses. J'ai essayé de sourire. Il a souri en retour. Puis il a dit quelque chose qui n'aurait de sens que des mois plus tard. Ne laisse jamais personne te convaincre que ta valeur dépend de ce qu'il pense de toi. À l'époque, j'ai supposé qu'il parlait de manière générale. Un grand-père offrant sa sagesse. Rien de plus. Je n'avais aucune idée que ces mots deviendraient le fondement de tout ce qui a suivi. 3 jours plus tard, il est décédé paisiblement dans son sommeil. Le chagrin m'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu. Mon grand-père avait aidé à m'élever après le divorce de mes parents. Il m'a appris à conduire, à pêcher, à négocier, à me défendre. Le perdre, c'était comme perdre une ère entière de ma vie. Jason a appelé immédiatement après que je le lui ai annoncé. Sa voix semblait sincèrement compatissante. Je suis tellement désolé, chérie. Merci. J'aimerais pouvoir être là. Je sais. Tu n'as pas à gérer ça toute seule. L'ironie me fait encore rire. Non pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est incroyable. Une semaine plus tard, après les funérailles,
j'ai rencontré un notaire et l'avocat qui s'occupaient de la succession de grand-père. Je m'attendais à de la paperasse. Je m'attendais à des discussions juridiques. Je m'attendais peut-être à un modeste héritage, rien de plus. Au lieu de cela, j'ai appris que mon grand-père avait passé des décennies à bâtir discrètement un portefeuille remarquable d'investissements, de propriétés commerciales, d'actions dans le secteur de l'énergie, de terrains, de comptes en fiducie. La valeur totale dépassait 25 millions de dollars. J'ai sincèrement cru avoir mal entendu le chiffre. L'avocat l'a répété, puis l'a répété encore. Je suis resté assise là, sans voix. Grand-père n'avait jamais vécu de manière extravagante. Son pick-up était plus vieux que certains étudiants. Son restaurant préféré servait des petits déjeuners à 12 dollars. On n'aurait jamais deviné qu'il valait autant d'argent. Apparemment, il préférait que ce soit ainsi. L'avocat a fait glisser plusieurs documents sur la table. Mes mains tremblaient. Non pas par cupidité, mais parce que le montant semblait irréel, capable de changer une vie, une génération. J'ai attrapé mon téléphone presque automatiquement. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je voulais l'annoncer. Jason, mon mari. L'homme qui m'avait soi-disant soutenu pendant les mois les plus difficiles de ma vie. L'homme avec qui je croyais passer le reste de ma vie. J'étais déjà en train de chercher son contact quand le notaire a froncé les sourcils en regardant son écran d'ordinateur. Son expression a changé. Très légèrement, mais assez pour que je le remarque. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé. Il avait l'air mal à l'aise, très mal à l'aise. Puis il a tourné légèrement l'écran vers lui, a tapé quelque chose, a fait une pause, et m'a de nouveau regardé. Madame Carter. L'hésitation a immédiatement noué mon estomac. Oui, il y a quelque chose d'inhabituel ici. J'ai baissé mon téléphone. Que voulez-vous dire? La pièce a soudain semblé plus petite. L'avocat a cessé d'organiser ses papiers. Aucun des deux hommes n'avait l'air à l'aise. Finalement, le notaire s'est éclairci la gorge. Selon le système, vous êtes divorcé depuis 2 mois. Un instant, j'ai honnêtement pensé qu'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai même ri. Un rire bref et confus. Je suis désolé. Il a tourné l'écran vers moi. Mon nom. Le nom de Jason. Numéro de dossier. Archives judiciaires. Finalisé. 2 mois plus tôt. L'air a manqué dans mes poumons. Non. Le mot est sorti automatiquement, doucement, presque comme une prière. Le notaire avait l'air sincèrement préoccupé. Je suis vraiment désolé. J'ai fixé l'écran, puis je l'ai fixé plus intensément, essayant de forcer la réalité à changer, essayant de trouver l'erreur. Mais l'information est restée exactement où elle était, immuable, impitoyable. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Peut-être 5 secondes, peut-être 10, peut-être une vie entière condensée en un seul instant. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai arrêté de trembler, non pas parce que j'étais calme, mais parce qu'un instinct plus profond avait pris le dessus. J'ai lentement verrouillé l'écran de mon téléphone. Le nom de Jason a disparu. J'ai posé le téléphone face contre la table, et au lieu de pleurer, de crier ou d'exiger des réponses, j'ai posé une simple question. Puis-je avoir des copies de tout? L'avocat a échangé un regard avec le notaire, puis a hoché la tête. Bien sûr. Pendant qu'il rassemblait les documents, une pensée s'est formée au fond de mon esprit. Petite, froide, dangereusement claire. Si Jason avait fait ça, s'il avait réussi à divorcer de moi à mon insu, alors l'appeler maintenant serait la pire erreur que je puisse faire. Car le seul avantage que j'avais encore était celui-ci, il ne savait pas que je savais. Et pour la première fois de l'après-midi, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que le chagrin, plus fort que la confusion, la curiosité. Je voulais savoir ce que mon mari pensait avoir accompli. Et plus important encore, je voulais savoir ce qu'il ferait s'il croyait que j'étais encore complètement dans l'ignorance. La première chose que j'ai apprise en quittant ce bureau, c'est que le choc se manifeste différemment de ce à quoi les gens s'attendent. Les films montrent des effondrements dramatiques, des gens qui fondent en larmes, crient, jettent des objets, exigent des réponses. La vraie vie n'était pas comme ça. La vraie vie, c'était de rentrer à mon hôtel en voiture dans le trafic de Phoenix tout en respectant scrupuleusement chaque feu rouge.
C'était de faire la queue dans un café parce que votre corps attendait toujours de la caféine même si votre monde venait d'exploser. C'était de rester assise seule dans une chambre d'hôtel à fixer un mur pendant 40 minutes parce que votre cerveau ne pouvait pas décider quelle catastrophe méritait votre attention en premier. Mon grand-père était mort. J'avais hérité de 25 millions de dollars et apparemment, j'étais divorcé depuis 2 mois. L'esprit humain n'est pas conçu pour traiter ces 3 informations le même après-midi. Ce soir-là, Jason a appelé à 20h03 précise, comme toujours. Son nom est apparu sur l'écran de mon téléphone. Pendant plusieurs secondes, je l'ai simplement fixé. Puis j'ai répondu. « Allô » ai-je dit. Ma voix semblait étonnamment normale. « Allô, chérie. » Chérie. Le mot m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que selon l'État du Colorado, il n'était plus mon mari depuis 2 mois. Pourtant, il était là, à m'appeler chérie. « Comment tiens-tu le coup » a-t-il demandé. Je me suis dirigé vers la fenêtre de l'hôtel et j'ai regardé les lumières de la ville. Je me débrouille. Je m'inquiète pour toi. La performance était impeccable, chaleureuse, concernée, patiente. Si je n'avais pas vu les documents du tribunal de mes propres yeux, j'aurais cru chaque mot. Ça ira, ai-je dit. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Une autre réplique parfaite, une autre dose de soutien émotionnel soigneusement administrée. Pour la première fois en 11 ans, j'ai écouté mon mari comme le ferait une étrangère, n'entendant pas ce qu'il disait, mais ce qu'il pouvait cacher. Nous avons parlé encore 15 minutes. Rien d'inhabituel, rien de suspect, pas d'indice, pas de lapsus. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Jason était devenu très doué pour mentir. Personne ne développe ce niveau de compétence du jour au lendemain. Le lendemain matin, j'ai rencontré une avocate nommée Sarah Whitmore. Elle était spécialisée dans les affaires de fraude et les divorces contentieux. Après avoir examiné les documents, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a croisé les bras. C'est très inhabituel. Inhabituel comment? Les divorces finalisés nécessitent des notifications, des signatures, des procédures de vérification. J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais rien signé. Je vous crois. Elle a tapoté l'un des documents. La question est de savoir comment cela a pu se produire. Pendant l'heure suivante, nous avons examiné chaque page. Plus nous avancions, plus les choses devenaient étranges. Une adresse apparaissait sur plusieurs documents. L'adresse d'un appartement à Denver. Je n'y avais jamais vécu. Je n'y avais jamais reçu de courrier. Je n'en avais même jamais entendu parler. Peuvent-ils vraiment changer une adresse comme ça, ai-je demandé. Sarah a froncé les sourcils. Ils peuvent en soumettre une. Sans ma permission? Ils ne devraient pas. Devraient pas, pas ne peuvent pas. Devraient pas. Cette distinction m'a dérangé. À la fin de la réunion, Sarah a recommandé 2 actions immédiates. Premièrement, obtenir les dossiers complets du tribunal. Deuxièmement, engager un détective privé. Si quelqu'un s'est donné autant de mal, a-t-elle dit, il se peut qu'il y ait plus qu'un simple divorce en jeu. Cet après-midi-là, j'ai engagé le détective. Il s'appelait Marc Delaney, ancien policier, calme, méthodique, le genre d'homme qui semblait incapable d'exagérer. Il a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation. Quand j'ai eu fini, il n'a posé qu'une seule question. Voulez-vous la vérité? La formulation m'a surprise. Bien sûr. Même si c'est pire que ce que vous pensez? J'ai dégluti. Surtout si c'est pire que ce que je pense. Il a hoché la tête. Puis il a ouvert un carnet. Commençons. Pendant les jours suivants, je suis resté en Arizona. Officiellement, je m'occupais toujours des affaires de la succession. Officieusement, je constituais un dossier. Pendant ce temps, Jason continuait sa routine. Chaque soir, il appelait. Chaque soir, il jouait le rôle du mari dévoué. Et chaque soir, je jouais le rôle de l'épouse qui ne se doutait de rien. Le plus étrange, c'est à quel point la tromperie est devenue épuisante. Non pas parce que j'avais du mal à cacher ma colère. Mais parce que j'avais du mal à le comprendre. 11 ans. 11 ans ensemble. Anniversaire, vacances,
voyage en voiture, visite à l'hôpital, changement d'emploi, réunion de famille. Comment quelqu'un peut-il effacer 11 ans et ensuite vous appeler nonchalamment tous les soirs? La question me hantait. Une semaine plus tard, Marc a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Son ton a immédiatement aiguisé mon attention. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous me rejoindre? 1 heure plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre dans un restaurant tranquille. Il a fait glisser un dossier sur la table. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon estomac se nouer. Des photographies. Jason, une femme. Différents endroits, restaurants, bar à vin, centre commercial, salle de concert. Les dates remontaient à près d'1 an. Ma poitrine s'est serrée. Qui est-ce? Son nom est Britney Lawson. J'ai fixé sa photo. Blonde, début de la trentaine peut-être. Séduisante, confiante, le genre de femme qui avait l'air à l'aise d'être le centre de l'attention. Depuis combien de temps? Au moins 11 mois. Presque 1 an. Pendant que je dormais à ses côtés, planifiais des vacances, discutais de la retraite, construisais un avenir, mon mari construisait une seconde vie. Je m'attendais à des larmes. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme. Pas engourdi, concentré. Comme si un puzzle révélait enfin sa forme. C'est elle pour moi. Marc avait l'air mal à l'aise. D'après ce que j'ai trouvé. Quoi? Je ne pense pas qu'elle soit le secret. Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle semble croire que le mariage est terminé depuis des mois. La pièce a soudain semblé plus froide. Parce que cela changeait tout. Une liaison est une forme de trahison. Mais ceci suggérait de la planification, un contrôle du récit, un effort délibéré pour réécrire la réalité, comme si j'avais simplement disparu de l'histoire. Au cours des jours suivants, d'autres informations ont émergé. Britney passait beaucoup de temps chez moi. Pas la maison de Jason. Notre maison. La maison que nous avions achetée ensemble 9 ans plus tôt. La maison où chaque couleur de mur avait été choisie ensemble. La maison où chaque paiement d'hypothèque provenait de nous deux. Maintenant, une autre femme y déambulait, y dormait, y vivait, pendant que j'étais assise à des centaines de kilomètres de là, à m'occuper de mon grand-père mourant. La cruauté de la chose semblait presque artistique. Mais ensuite, Marc a découvert quelque chose d'encore plus important. La maison avait récemment été mise en vente. Pas encore publiquement. Seulement les préparatifs. Documents, communication, première discussion avec un agent immobilier. J'ai levé les yeux du rapport. Il veut la vendre. Il semblerait. Mon pouce est accéléré. Parce que soudain, tout prenait sens, le faux divorce, l'adresse modifiée, l'urgence, le secret. Jason n'essayait pas de quitter le mariage. Il essayait d'effacer les preuves que le mariage avait jamais existé. Et il agissait vite. Assez vite pour que si j'attendais trop longtemps, les dommages pourraient devenir irréversibles. Ce soir-là, Jason a de nouveau appelé. Sa voix semblait joyeuse, détendue, complètement inconsciente. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé. J'étais assise seule dans ma chambre d'hôtel, entourée de rapports documentant ses mensonges. Elle a été productive. Bien. Et la tienne? Il y a eu une brève pause, juste une fraction de seconde. Puis, la routine habituelle. J'ai presque souri. Parce que pour la première fois, je savais quelque chose qu'il ignorait. Son secret n'était plus un secret. Et tandis qu'il croyait contrôler le récit, j'avais discrètement commencé à écrire une nouvelle fin. 1 semaine plus tard, je suis retourné au Colorado. Pas à la maison. Pas encore. La tentation était certainement là. Une partie de moi voulait conduire directement à la maison, franchir la porte d'entrée et exiger une explication. Je voulais voir le visage de Jason quand il réaliserait que je savais. Je voulais entendre l'histoire ridicule qu'il avait préparée. Je voulais des réponses. Mais la colère coûte cher. Elle coûte la perspective. Elle coûte la patience. Et plus important encore, elle coûte un avantage stratégique. Alors, au lieu de rentrer chez moi, j'ai pris une chambre dans un Marriott à environ 20 minutes de là et j'ai commencé à vivre une étrange double vie.
Officiellement, je m'occupais toujours des affaires de la succession en Arizona. Officieusement, j'étais assise au Colorado, observant tranquillement mon mari se détruire lui-même. Le premier matin après mon arrivée, Mark m'a retrouvé dans le hall de l'hôtel. Il portait un autre dossier, plus épais cette fois. Ce n'était pas encourageant. D'autres mauvaises nouvelles, ai-je demandé. Il a haussé légèrement les épaules. Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Nous nous sommes assis dans une salle de réunion privée près du centre d'affaires. Puis il a commencé à étaler des documents sur la table. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, rapport de propriété, résumé de dépenses. Plus nous creusions, plus le tableau devenait sombre. Jason n'avait pas simplement eu une liaison. Il l'avait financée. Sac à main de créateur, week-end de luxe, forfait spa, billets d'avion, bijoux. Des milliers de dollars. Des dizaines de milliers, en fait. Et non pas de son compte de dépenses personnelles, mais de comptes liés à nos finances conjugales. J'ai fixé les papiers. D'abord, j'ai ressenti de la colère, puis de la déception, puis une étrange gêne. Non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais parce que je ne l'avais pas vu. Pendant près d'1 an, je lui avais fait entièrement confiance. Je croyais ce qu'il me disait. Je supposais que nos objectifs communs étaient toujours partagés. Pendant ce temps, il utilisait notre argent pour construire un avenir avec quelqu'un d'autre. Il y a plus, a dit Mark. Bien sûr qu'il y en avait. Il y en avait toujours plus. Il a fait glisser une autre page vers l'avant. Un compte d'investissement, un que je reconnaissais. Jason et moi l'avions ouvert des années plus tôt. Un portefeuille conservateur à long terme destiné à la retraite. J'ai immédiatement remarqué plusieurs retraits. D'importants retraits. Qu'est-ce que c'est? Des transferts d'argent. Ma voix s'est durcie. Vers où? Il m'a montré. Les fonds avaient fini par atterrir sur des comptes associés à une petite entreprise immobilière, une à laquelle Britney était liée. Je me suis penché lentement en arrière. À ce stade, je n'étais même plus surprise. Jason ne se contentait pas de tromper. Il redistribuait les actifs, se préparant à une vie après moi. Et apparemment, il avait décidé de financer cet avenir avec de l'argent qui nous appartenait à tous les deux. La réunion a duré près de 3 heures. À la fin, j'en avais appris assez pour comprendre quelque chose d'important. Ce n'était pas de l'imprudence émotionnelle. C'était de la stratégie. Une mauvaise stratégie, une stratégie criminelle, peut-être, mais une stratégie néanmoins. Ce qui signifiait que je devais aussi penser de manière stratégique. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sarah à son bureau. Elle a examiné tout ce que Mark avait rassemblé. Quand elle a eu fini, elle a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Eh bien, ce n'était pas un début prometteur. Eh bien, quoi? Vous avez plus de poids que je ne le pensais. Je n'étais pas intéressé par le poids. J'étais intéressé par la justice. Malheureusement, les adultes finissent par apprendre que c'est souvent la même chose. Sarah a organisé les preuves en catégories. Fraude potentielle, transfert douteux, problèmes immobiliers, parjure possible. Chaque nouvelle catégorie représentait un autre problème pour Jason. Que se passe-t-il si nous agissons maintenant, ai-je demandé. Nous pourrions, mais nous ne connaîtrions qu'une partie de l'histoire. Elle a pointé l'un des dossiers. Les gens qui commettent une fraude s'arrêtent rarement après un seul acte. Cette phrase m'est restée. Les gens qui commettent une fraude s'arrêtent rarement après un seul acte. La vérité, c'est que la trahison change votre vision du passé. Soudain, chaque souvenir devient suspect. Chaque explication est réexaminée. Chaque coïncidence devient un indice potentiel. Au cours des jours suivants, je me suis surprise à rejouer des années de conversation, les voyages d'affaires, les réunions tardives, les week-ends oubliés, les dépenses imprévues. Des événements que j'avais écartés à l'époque semblaient maintenant différents. Pas nécessairement parce que c'étaient des mensonges, mais parce que je ne faisais plus confiance à ma capacité à identifier les mensonges. Cette prise de conscience faisait plus mal que la liaison. Un soir, en examinant des documents dans ma chambre d'hôtel, je suis tombé sur une vieille photo sur mon téléphone. Jason et moi, au parc national de Yellowstone, 5 ans plus tôt. Nous étions debout au bord d'un lac, souriant à l'appareil photo.
J'ai fixé l'image pendant un long moment. Puis je me suis posé une question. Quand a-t-il cessé de m'aimer? La réponse n'est jamais venue. Parce que ce n'était peut-être pas la bonne question. Peut-être que la vraie question était, quand a-t-il commencé à croire qu'il pourrait s'en tirer avec ça? Le développement majeur suivant est arrivé 3 jours plus tard. Marc a appelé. Je pense que vous devriez voir quelque chose. Où? Je vous envoie l'adresse par SMS. 1 heure plus tard, j'étais assise dans ma voiture de location, de l'autre côté de la rue de ma propre maison. La maison avait l'air exactement pareil. Même pelouse, même porche, même érable près de l'allée. Pourtant, elle me semblait étrangère, comme un endroit que j'avais connu autrefois. Marc s'est garé à côté de moi, puis m'a tendu une paire de jumelles. J'ai failli rire. Ça semble illégal. Ça ne l'est pas. J'ai regardé à travers elle et j'ai immédiatement vu Britney. Elle est sortie par la porte d'entrée, une tasse de café à la main. Ma tasse de café? Une tasse en céramique bleue que j'avais achetée des années plus tôt. Ce détail absurde m'a presque brisé le cœur. Non pas parce que c'était important, mais parce que c'était ordinaire, intime, familier. Elle n'était pas en visite. Elle ne se cachait pas. Elle vivait là. Quelques minutes plus tard, Jason est apparu. Il l'a embrassée, puis l'a aidé à rentrer les courses dans la maison. La vue m'a frappé plus durement que prévu. Non pas parce que je le voulais encore. Cette partie était déjà en train de mourir. Mais parce que j'ai réalisé quelque chose. Aucun d'eux n'avait l'air inquiet. Aucun d'eux n'avait l'air coupable. Ils avaient l'air à l'aise, en sécurité, certains. Ce qui signifiait que Jason croyait sincèrement que son plan avait fonctionné. J'ai baissé les jumelles. Pendant plusieurs instants, personne n'a parlé. Puis Marc a dit doucement, « Ça va ?» J'ai réfléchi à la question. Non. C'était la vérité. Je ne pense pas que je serai un jour complètement en paix avec ça. Il a hoché la tête. Cette réponse semblait le satisfaire. Parce que la guérison et le pardon ne sont pas la même chose. Et à ce moment-là, je n'étais pas intéressé par le pardon. J'étais intéressé par la responsabilité. La percée est venue 4 jours plus tard. Sarah a appelé juste après midi. Sa voix portait un niveau d'excitation que je n'avais pas entendu auparavant. On l'a. Je me suis redressé. On a quoi? L'analyse de signature. Mon cœur s'est mis à battre. L'expert en criminalistique avait terminé son examen. Les signatures utilisées lors de la procédure de divorce étaient frauduleuses. Pas similaires, pas douteuses. Frauduleuses. Le rapport était définitif. Quelqu'un avait imité ma signature. J'ai fermé les yeux. Même si je m'en doutais depuis le début, entendre la confirmation était différent. Plus final, plus réel. Parce que maintenant, nous n'avions plus affaire à des malentendus. Nous n'avions plus affaire à des problèmes de couple. Nous n'avions même plus affaire à de l'infidélité. Nous avions affaire à des preuves. Des preuves tangibles. Des preuves de salle d'audience. Le genre de preuves qui se moquent des excuses. Le genre qui survit à un contre-interrogatoire. Le genre qui change les issues. Ce soir-là, Jason a appelé comme d'habitude. Un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Puis j'ai répondu. Allô. Allô, chérie. Voilà encore ce mot, chérie. Je me suis demandé s'il avait la moindre idée à quel point il sonnait ridicule maintenant. Comment va le Colorado, ai-je demandé nonchalamment. Il y a eu une brève pause. Occupé. J'ai souri. Non pas que quoi que ce soit drôle. Mais parce que pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La confiance. Jason croyait toujours qu'il manipulait l'histoire. Il croyait toujours que je faisais mon deuil en Arizona. Il croyait toujours que ses secrets étaient en sécurité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque jour où il continuait à mentir, le dossier contre lui se renforçait. Et ce qu'il ne savait absolument pas, c'est que quelque part, dans un dossier juridique sécurisé, se trouvait un rapport d'expert prouvant que le divorce sur lequel il comptait était basé sur un faux. La fondation de toute sa nouvelle vie avait déjà commencé à se fissurer.
Il n'avait juste pas encore entendu le bruit. Au début de novembre, je m'étais installé dans une routine qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Chaque matin, je rencontrais des avocats, des enquêteurs, des comptables ou des conseillers en succession. Chaque soir, je parlais à mon ex-mari comme si rien de tout cela n'existait. C'était épuisant. Non pas parce que faire semblant était difficile, mais parce que cela me forçait à passer du temps avec une version de Jason qui ne semblait plus réelle. L'homme que j'avais épousé était devenu un souvenir. L'homme qui m'appelait tous les soirs était une performance. Et d'une manière ou d'une autre, il croyait toujours que j'étais le public. Le côté juridique des choses progressait régulièrement. L'équipe de Sarah avait rassemblé une montagne de preuves. Un comptable judiciaire traçait les transferts financiers. Un spécialiste de la fraude examinait les archives du tribunal. Un autre avocat préparait des requêtes pour contester le jugement de divorce. La stratégie était simple, avancer prudemment, avancer discrètement, n'agir que lorsque les preuves étaient accablantes. Jason avait passé des mois à construire sa tromperie. Nous allions la démanteler pièce par pièce. Un mardi après-midi, Sarah m'a invité dans une salle de conférence. Plusieurs dossiers épais étaient posés sur la table. J'ai immédiatement su que quelque chose d'important s'était produit. Elle a souri. Pas un sourire amical. Un sourire d'avocat. Le genre de sourire que les avocats réservent au moment où les faits deviennent dangereux. Quoi, ai-je demandé. Elle a fait glisser un document vers moi. J'ai baissé les yeux, puis j'ai regardé à nouveau, et une troisième fois, car je voulais être absolument certaine. Est-ce que c'est ce que je pense? C'est ça. Le document contenait des déclarations sous serment que Jason avait soumises pendant la procédure de divorce. Des déclarations faites sous peine de parjure. Des déclarations qui étaient manifestement fausses. Pas des opinions, pas des malentendus. De faux faits. Des faits spécifiques. Le genre de faits que les juges ont tendance à prendre personnellement. J'ai lentement posé le papier. Donc, il a menti au tribunal. À plusieurs reprises. J'ai regardé par la fenêtre de la salle de conférence. Le centre-ville de Denver s'agitait en dessous. Des gens traversaient les intersections. Des équipes de construction travaillaient à proximité. La vie continuait normalement. Pendant ce temps, ma propre vie ressemblait à un thriller juridique que personne ne croirait si je le décrivais. Sarah a continué. La fraude est grave. À quel point? Elle a fait une pause. Assez grave pour que je soupçonne que son avocat n'était pas au courant. Cela a attiré mon attention. Car les avocats n'apprécient généralement pas de découvrir que leurs clients leur ont menti. Les conséquences peuvent se propager rapidement, très rapidement. Au cours des semaines suivantes, la pression a augmenté. Pas publiquement, pas de manière spectaculaire. Discrètement, stratégiquement. Des requêtes judiciaires sont apparues. Des demandes de dossiers ont été soumises. Des institutions financières ont reçu des avis. Certaines transactions sont devenues plus difficiles. Certaines questions ont commencé à être posées. Et pour la première fois, Jason a commencé à le remarquer. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Des changements subtils, des pauses plus longues, moins de confiance, plus de curiosité. Un soir, il a appelé près de 20 minutes plus tard que d'habitude. Rien que ça, c'était inhabituel. Jason était une créature d'habitude. Quand il a finalement appelé, son ton semblait légèrement différent. Allô? Allô, tu as l'air fatigué. J'ai souri pour moi-même. Les affaires de la succession. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Tu t'occupes toujours de la paperasse? Plus que ce que je pensais. Une autre pause. Puis, tout va bien financièrement? La voilà. Une petite question. Une question désinvolte. Le genre de question que les gens posent quand ils pêchent des informations. Mon pouls est resté stable. Pourquoi ça n'irait pas? Aucune raison, bien sûr. Aucune raison. J'ai changé de sujet. Quelques minutes plus tard, l'appel s'est terminé. Après, je suis resté assise tranquillement dans ma chambre d'hôtel, pensant à cette question. Tout va bien financièrement? Jason ne connaissait pas l'héritage. Pas officiellement.
Mais quelque chose le rendait nerveux. La pression juridique, peut-être, ou simplement l'instinct. Les gens qui vivent dans le mensonge finissent par devenir sensibles aux changements dans leur environnement. Comme des animaux sentant une tempête approcher. Quelques jours plus tard, j'ai eu une autre surprise. Pas de Jason, mais de Britney. Techniquement, elle n'avait aucune idée de qui j'étais, du moins pas officiellement. Mais le détective avait continué à surveiller l'activité publique liée à eux deux. Et selon son rapport, les choses changeaient. La relation n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air. Les disputes étaient devenues plus fréquentes, les sorties publiques moins courantes. Plusieurs sources liées au cercle social de Jason ont rapporté une tension. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis Marc a expliqué, les gens qui se trompent mutuellement imaginent souvent qu'ils seront heureux une fois que le conjoint sera parti. J'ai hoché la tête. Et ensuite, que se passe-t-il? Il découvre que la liaison ne résolvait pas les problèmes. C'était logique. Les liaisons se nourrissent de fantasmes. La vraie vie est beaucoup moins coopérative. Une semaine plus tard, une autre pièce du puzzle est apparue. Un des partenaires commerciaux de Jason a pris contact de manière inattendue. Pas avec moi directement, mais avec Sarah. Apparemment, des questions concernant certains dossiers financiers avaient commencé à circuler. Des questions auxquelles Jason ne pouvait pas répondre de manière convaincante. Des questions qui suscitaient des inquiétudes. À Thanksgiving, la pression était devenue impossible à ignorer pour lui. Puis quelque chose s'est produit qui a changé toute la donne. Je rencontrais mon conseiller en succession à Phoenix quand mon téléphone a sonné. Sarah. J'ai répondu immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix semblait inhabituellement satisfaite. Il sait. Je me suis redressé. C'est quoi? L'héritage. Pendant plusieurs secondes, j'ai simplement regardé droit devant moi. Parce que j'avais toujours su que ce moment arriverait. Je ne m'y attendais simplement pas encore. Comment? L'un des documents de la succession est devenu accessible. J'ai fermé les yeux. 25 millions de dollars. Le chiffre semblait toujours irréel. Maintenant, Jason le savait aussi. Sarah a continué. Nous avons déjà confirmé que son comportement a changé. Comment? 3 appels téléphoniques. Quoi? 3 appels à son avocat en 90 minutes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce que c'était prévisible. Pendant des mois, Jason m'avait traité comme un problème qu'il avait éliminé avec succès. Maintenant, soudainement, j'étais redevenue précieuse. Le timing en disait long. Ce soir-là, il a appelé. À l'heure prévue. Sa voix semblait différente. Prudente, mesurée, presque nerveuse. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai senti de l'incertitude. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Ça va. » Bien. Une autre pause, puis une autre. Jason avait rarement du mal à converser. Ce soir-là, il semblait distrait. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Alors, j'ai entendu dire que la situation de la succession s'est avérée meilleure que prévu. La voilà. Le moment, la première fissure. J'ai gardé un ton neutre. C'était certainement surprenant. C'est incroyable. Incroyable. Un choix de mots intéressant. Pas déchirant, pas émouvant, pas bouleversant. Incroyable. Comme s'il parlait d'un conseil boursier. Je l'ai remercié, puis je l'ai laissé continuer à parler. Et plus il parlait, plus il devenait évident que Jason avait peur. Non pas parce que je lui manquais, non pas parce qu'il regrettait de m'avoir blessé, mais parce que 25 millions de dollars étaient apparus dans une histoire qu'il pensait déjà terminée. Une histoire dont il m'avait soigneusement exclu. Maintenant, il essayait désespérément de retrouver son chemin dans le manuscrit. Le problème, c'est qu'il ignorait encore quelque chose d'important. L'héritage n'était pas la menace. L'épreuve l'était. Et pendant qu'il dépensait son énergie à s'inquiéter de l'argent, le dossier juridique continuait de se renforcer chaque jour. Pendant des mois, Jason a cru qu'il était la personne la plus intelligente de la pièce. Bientôt, il allait découvrir à quel point cette supposition pouvait être dangereuse.
La transformation a commencé presque immédiatement. Pendant des mois, Jason m'avait parlé avec la confiance tranquille d'un homme qui croyait que le plus dur était derrière lui. Il pensait avoir échappé au mariage, sécurisé la maison, établi une nouvelle vie avec Britney et fermé la porte sur notre histoire commune. Puis il a appris l'existence de l'héritage, et soudain, plus rien n'était réglé. 3 jours après avoir découvert la nouvelle, il a appelé 2 fois dans l'après-midi. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Quand j'ai répondu au second appel, sa voix portait une urgence qui s'est immédiatement démarquée. « Allô, désolé de te déranger à nouveau. Ce n'est rien. Je pensais juste. » Bien sûr qu'il pensait. Que peut-être, quand tu seras de retour au Colorado, on pourrait s'asseoir et parler. Je suis resté silencieuse un instant. Parler de quoi? Une autre pause. Je ne sais pas. De tout. De tout. Un mot si pratique. Assez grand pour se cacher à l'intérieur, assez vague pour éviter toute responsabilité. Pendant 11 ans, Jason avait toujours été doué avec les mots. Malheureusement pour lui, j'avais enfin appris à écouter attentivement. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, ai-je dit. Bien sûr. Sa déception était évidente et étrangement satisfaisante. Non pas parce que j'aimais le voir malheureux, mais parce que pour la première fois, il faisait l'expérience de l'incertitude, la même incertitude qu'il m'avait imposée. Après la fin de l'appel, je me suis assise tranquillement dans ma chambre d'hôtel à Phoenix et j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle les gens se révèlent lorsque l'argent entre en jeu. La vérité est que 25 millions de dollars n'avaient pas changé qui était Jason. Ils avaient simplement retiré son masque. Avant d'apprendre l'existence de l'héritage, il croyait que je n'avais rien à lui offrir. Après l'avoir appris, il voulait soudainement des conversations, une conclusion, de la compréhension, peut-être une réconciliation. Le timing était impossible à ignorer. Une semaine plus tard, je suis retourné au Colorado de façon permanente. Pas à ma maison. Légalement, la situation concernant la propriété était toujours en cours de traitement. Au lieu de cela, j'ai loué une maison de ville meublée dans un quartier calme en dehors de Denver. Ce n'était pas extravagant, juste confortable, privé, paisible. Pour la première fois en des mois, j'avais un endroit où personne ne pouvait me mentir. Les procédures judiciaires se sont accélérées rapidement. À présent, l'équipe de Sarah avait rassemblé une montagne de preuves. Dossiers financiers, rapports d'expertise, communications électroniques, documents de propriété, témoignages. Chaque pièce s'emboîtait avec une précision inconfortable. La fausse adresse, les signatures falsifiées, les transferts dissimulés, les fausses déclarations soumises lors des procédures judiciaires. Prises séparément, chaque question semblait grave. Ensemble, elles semblaient dévastatrices. Un après-midi, Sarah m'a invité à examiner les préparatifs de l'audience à venir. Alors qu'elle organisait les documents sur la table de conférence, j'ai remarqué quelque chose. Elle semblait inhabituellement confiante. « Qu'est-ce qui a changé ?» ai-je demandé. Elle a souri. L'avocat de Jason. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il a enfin compris ce qui s'est passé. Cela m'a surprise. Comment le savez-vous? Parce qu'il nous a contactés. Je l'ai dévisagé. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Jason. Pas du tout. Sarah a expliqué qu'une fois que l'avocat a réalisé que des informations cruciales avaient été cachées, sa position est devenue extrêmement inconfortable. Personne n'aime découvrir qu'il a, sans le savoir, aidé à présenter des informations frauduleuses à un tribunal, en particulier au juge. Le paysage juridique changeait rapidement et Jason manquait d'endroits où se cacher. À peu près au même moment, sa vie personnelle a également commencé à s'effondrer. Selon Mark, la relation avec Britney se détériorait gravement. Les disputes étaient devenues fréquentes. La confiance disparaissait. Et, peut-être le plus prévisible de tous, Britney avait commencé à poser des questions difficiles. Des questions sur l'argent, des questions sur l'honnêteté, des questions sur les délais. Apparemment, elle avait découvert que certaines des histoires de Jason ne correspondaient pas à la réalité. Imaginez ça. Un homme qui a menti à sa femme a aussi menti à sa petite amie. Qui aurait pu prédire un développement aussi choquant? Un soir, Jason a de nouveau appelé. Cette fois, il semblait épuisé. Pas triste, pas réfléchi, épuisé.
La différence est importante. On peut se voir, a-t-il demandé. J'étais assise sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil disparaître derrière les montagnes. Pourquoi? Parce que je te dois une explication. La déclaration est restée en suspens dans l'air. Des mois plus tôt, je l'aurais peut-être accueillie. Supplié pour elle, même. Maintenant, elle me semblait étrangement inutile. Parce que les explications n'ont d'importance que lorsque les faits manquent. Et à ce stade, j'avais beaucoup de faits. Quelle explication? Sa voix s'est adoucie. Émilie, les choses sont devenues compliquées. Compliquées. Un autre mot favori. Les gens l'utilisent quand les vérités simples semblent trop laides. Tu as imité ma signature. Silence. Un silence complet. Pendant plusieurs secondes, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, tu sais. Pas une question, une prise de conscience. J'ai regardé vers l'horizon qui s'estompait. Oui. Une autre longue pause a suivi. Le son d'un homme réalisant que le jeu était terminé. Pas aujourd'hui. Pas à ce moment. Il y a des mois. Il ne l'avait tout simplement pas remarqué. Quand l'as-tu découvert? Au bureau du notaire. Je pouvais presque l'entendre calculer, reconstruire les chronologies, revoir les conversations, comprendre. Tu savais tout ce temps? Oui. Le silence qui a suivi a duré près de 10 secondes. Puis il a ri une fois. Un rire bref et défait. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce qu'il comprenait enfin. Tous ces appels téléphoniques nocturnes, tous ces mensonges, toutes ces performances. J'avais été assise tranquillement de l'autre côté de la scène, à observer. Je ne comprends pas, a-t-il dit. Comprendre quoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? La question m'a sincèrement fasciné, car elle révélait à quel point nous voyons la situation différemment. Jason supposait que la confrontation était inévitable. Que la colère devait être immédiate. Que la vengeance devait être bruyante. Il ne comprenait toujours pas ce que la patience peut accomplir. Je voulais la vérité. Sa respiration a ralenti. Et l'as-tu obtenu? Plus qu'assez. L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard. Pas de moment dramatique de salle d'audience télévisée. Pas de cris. Pas de témoins surprises faisant irruption par les portes. La vraie vie est généralement plus calme, plus procédurale, plus méthodique et, à bien des égards, plus dévastatrice. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, l'analyse d'expertise en signature, les registres d'adresses frauduleux, les transferts financiers, les incohérences dans les déclarations sous serment. Pièce par pièce, la fondation sous le récit de Jason s'est effondrée. Assister à cela me semblait étrangement dépourvu d'émotion. Non pas que je ne m'en souciais pas, mais parce que j'avais déjà traité le deuil des mois plus tôt, seul dans des chambres d'hôtel, dans des avions, pendant des nuits blanches. Au moment de l'audience, la tristesse avait été largement remplacée par la clarté. Et la clarté est remarquablement difficile à vaincre. Après, Jason m'a approché à l'extérieur du palais de justice. Pour la première fois depuis des mois, nous nous tenions face à face. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, plus petit en quelque sorte. Pas physiquement, émotionnellement. La confiance avait disparu. La certitude avait disparu. L'arrogance avait disparu. Seules les conséquences restaient. Je suis désolé. Je croyais qu'il le pensait, au moins en partie. Le problème est que les excuses arrivent trop tard plus souvent qu'on ne le pense. Il a baissé les yeux. Je n'ai jamais pensé que tout ça arriverait. C'était probablement vrai aussi. La plupart des gens n'anticipent pas les conséquences pendant qu'ils en créent les causes. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis je lui ai donné la réponse la plus honnête que je pouvais. Moi non plus. Et sur ce, je suis parti. Quelques mois après l'audience, les décisions finales sont tombées. À ce moment-là, l'hiver s'était installé sur le Colorado. Des toits couverts de neige, des branches d'arbres nus s'étirant contre des ciels pâles. Et pour la première fois depuis près d'un an, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis très longtemps. La paix. Pas le bonheur. Pas encore. La guérison n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un processus. Lent, inégal,
parfois frustrant. Mais la paix avait enfin commencé à apparaître. Le tribunal a finalement statué en ma faveur sur les questions principales. Le jugement de divorce frauduleux a été annulé. Les documents falsifiés sont devenus partie intégrante du dossier officiel. Plusieurs transferts financiers ont été annulés. Les litiges immobiliers ont été résolus par les voies légales appropriées. Et Jason a été tenu responsable des actions qu'il avait passé des mois à essayer de dissimuler. Le résultat n'a pas été spectaculaire. Personne n'est allé en prison. Personne n'a tout perdu du jour au lendemain. La vraie justice ressemble rarement à la justice des films. Au lieu de cela, elle ressemblait à des conséquences, pénalités financières, frais de justice, dommages professionnels, une réputation altérée de manière permanente par une malhonnêteté documentée. La vérité le suivait partout où il allait. Et contrairement au mensonge, la vérité ne nécessite pas d'entretien. Elle existe, tout simplement. Beaucoup de gens m'ont demandé plus tard si je me sentais victorieuse. La réponse les a surpris. Pas vraiment. Satisfaite? Oui. Soulagée? Absolument. Victorieuse? Non. Parce que la victoire implique une compétition. Et je n'avais jamais voulu être en compétition avec Jason. J'avais voulu l'honnêteté. J'avais voulu la loyauté. J'avais voulu le mariage que je croyais déjà avoir. Aucune décision de justice ne pouvait me donner ces choses. Pourtant, il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir la responsabilité arriver. Non pas parce que ça lui faisait du mal, mais parce que ça restaurait un équilibre. Pendant près d'un an, Jason avait manipulé la réalité à son propre avantage. Finalement, la réalité a riposté. Et ça comptait. Un après-midi de février, j'ai reçu un message de Marc. L'enquête était officiellement terminée. Tout avait été documenté. Tout avait été résolu. En lisant son rapport final, je me suis surprise à penser au premier jour de notre rencontre. Voulez-vous la vérité? Même si c'est pire que ce que vous pensez? À l'époque, j'avais répondu oui. Maintenant, je comprenais le véritable coût de cette réponse. La vérité est coûteuse. Parfois, elle détruit des relations. Parfois, elle détruit des illusions. Parfois, elle détruit l'avenir que vous pensiez construire. Mais les mensonges coûtent encore plus cher. Ils envoient simplement la facture plus tard. Quelques semaines après, j'ai pris une décision qui mûrissait tranquillement dans mon esprit depuis des mois. J'ai créé la fondation de bourse d'études Richard Carter, du nom de mon grand-père. L'homme qui, sans le savoir, avait changé ma vie 2 fois. Une fois en m'élevant, et une fois en me laissant les ressources pour me reconstruire après la trahison. La fondation se concentrait sur l'aide aux étudiants des communautés rurales pour aller à l'université, en particulier les étudiants dont les familles manquaient d'opportunités financières. Le genre de jeune que mon grand-père n'a jamais oublié. Le genre de personne qu'il a passé toute sa vie à aider. La première cérémonie de remise des bourses a eu lieu cet été-là. Rien d'extravagant. Un centre communautaire, un rassemblement modeste, des familles, des enseignants, des étudiants. En regardant ces jeunes hommes et femmes accepter leur bourse, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pour la première fois depuis la mort de grand-père, j'ai souri sans me forcer. Parce que soudain, l'héritage n'était plus une question d'argent. C'était une question d'héritage, de but, de transformation de la douleur en quelque chose d'utile. Plus tard dans la soirée, après la fin de l'événement, j'ai conduit seul jusqu'à une petite propriété près de Phoenix. Le vieux ranch. Le ranch de grand-père. L'endroit où j'ai appris à monter à cheval. L'endroit où il m'a appris à changer un pneu. L'endroit où il m'a appris que le respect de soi n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous protégez. La maison se tenait tranquillement sous le coucher de soleil de l'Arizona. Une grande partie avait l'air exactement comme dans mes souvenirs. Le porche, la clôture, la balançoire en bois vieilli. Je suis resté assise là pendant près d'1 heure, à penser, à me souvenir, à écouter le vent souffler à travers les herbes du désert. Finalement, j'ai sorti une vieille photographie de mon sac à main, une photo de grand-père et moi datant d'années plus tôt. J'ai souri. Puis, je me suis souvenu de l'une de nos dernières conversations, celle que je n'avais pas entièrement comprise à l'époque.
Ne laisse jamais personne te convaincre que ta valeur dépend de ce qu'il pense de toi. À l'époque, j'avais supposé qu'il offrait un conseil général. Maintenant, je comprenais. Qu'il s'en soit rendu compte ou non, il m'avait donné la leçon exacte dont j'aurais finalement besoin. La plus grande erreur de Jason n'était pas la liaison. Ce n'était pas la signature falsifiée. Ce n'était pas le divorce frauduleux. Sa plus grande erreur a été de croire que ma valeur dépendait de son opinion sur moi. Il m'a regardé et a vu quelqu'un d'ordinaire, de remplaçable, quelqu'un qu'il pouvait tranquillement effacer. Et parce qu'il le croyait, il a cessé d'être prudent. Il a cessé de respecter les limites. Il a cessé de respecter la vérité. Plus important encore, il a cessé de respecter les conséquences. Au final, cette arrogance lui a coûté bien plus que le mariage. Quant à Britney, j'ai finalement entendu dire qu'elle avait quitté le Colorado et recommencé sa vie ailleurs. Je ne l'ai jamais contactée, jamais confrontée, jamais cherché à me venger d'elle. Quel que soit le rôle qu'elle a joué, la responsabilité des choix de Jason appartenait à Jason. Cette distinction était importante. Trop de gens passent leur vie à punir les personnages secondaires tout en ignorant le problème principal. Je n'avais aucun intérêt à faire cela. Plusieurs années ont passé depuis. La fondation continue de grandir. Les investissements restent sains. La vie a avancé. Et oui, j'ai fini par retrouver l'amour. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, pas par une coïncidence de conte de fées. Juste progressivement, comme les choses saines se produisent souvent. Lentement, naturellement, bâti sur la confiance plutôt que sur des promesses. Mais s'il y a une leçon que je retiens de tout ce qui s'est passé, c'est celle-ci, la vengeance ne signifie pas toujours la destruction. Parfois, la vengeance la plus puissante est de refuser de devenir amer. Refusez de laisser la trahison vous définir, refusez de permettre à la malhonnêteté de quelqu'un d'autre de déterminer votre avenir. Jason pensait qu'il écrivait le dernier chapitre de mon histoire quand il a falsifié ses papiers. Il pensait qu'il fermait une porte. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il ne fermait qu'un seul chapitre. Le chapitre suivant m'appartenait. Et contrairement à lui, j'ai écrit le mien honnêtement. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce parcours a résonné en vous, j'adorerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà découvert une trahison qui a complètement changé la façon dont vous voyez quelqu'un? Croyez-vous que le pardon et la responsabilité peuvent exister en même temps? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous.